y a dans la plainte une dose subtile de vengeance, écrit Nietzsche dans le Crépuscule des idoles. Il y a une double dimension dans la plainte, de dénoncer et de demander. Toute plainte demande à être entendue comme plainte. La satisfaction du dit de la plainte ne trouve pas toujours réponse. La plainte naît de la présence d'un autre. La plainte va toujours dans le sens d'une revendication à être. Elle entraîne un conflit, forme indépassable de son rapport à l'autre. Sous le regard de l'autre, j'ai une existence objective. Et en même temps, ce regard est négateur de ma liberté de sujet, car l'image que l'autre me renvoie est figée, réductrice. La plainte surfait toujours un peu les afflictions, écrit Diderot. Infidèle au ressenti, elle exagère et se détache de son origine. La plainte devient un artifice car elle est caractérisée par un écart ou un abîme entre la peine et son expression. D'où vient la plainte? Nous cherchons à nous garantir de notre existence dans la présence de l'autre. Se plaindre, se confier, chercher un autre pour dire, c'est dénoncer quelque chose comme une injustice dont on pâtit. Et à le faire, à donner sa plainte, on demande la compassion de celui qui nous écoute, son attention, sa reconnaissance. On cherche la légitimité de sa plainte, dans sa situation, sa réalité subjective. La plainte est-elle une confidence intime ou une demande d'amour? Je me plains donc j'existe. L'autre est l'adresse de ma plainte. L'autre, celui qui reçoit la plainte, est en mesure de la recevoir car je le désigne capable de confiance pour entendre ce que j'ai à dire, de confidentiel, d'intime, de secret. Je me dévoile à l'autre pour qu'il me reconnaisse. La plainte confiée doit susciter un effet chez l'autre, un intérêt que l'on aimerait qu'il nous porte, être connu de cet autre. La plainte, un excès de parole et de débordement, un dévoilement infidèle au ressenti, au vécu, à la réalité. Nous cherchons à majorer la douleur dans la plainte pour qu'elle soit entendue, pour qu'elle ait de la valeur. La douleur est toujours moins forte que la plainte, nous dit La Fontaine. Dans la douleur du deuil, par exemple, la plainte est souvent pour laisser intact son chagrin, pour n'avoir pas à y toucher, à l'aborder, à l'affronter, notamment dans la phase de dépression réactionnelle, qui fait que sa douleur, on y tient, pour ne laisser personne entrer dans cette relation, qui est l'autre mort et moi, celui qui l'aime. Car avant de se séparer définitivement, il y a dans la plainte une barrière de protection. Il y a bien un déni de la réalité qui s'impose. Plus rien ni personne ne saura me consoler. La plainte devient une fixation répétitive qui alimente le chagrin, un cercle infernal qui ouvre dans la complaisance sur une dépression chaque jour irrémédiable. Il était tout pour moi. Dans la logique du sens, Gilles Deleuze souligne « Quand on se plaint de la méchanceté d'autrui, on oublie cette autre méchanceté plus redoutable encore, celle qu'auraient les choses s'il n'y avait pas d'autrui. » En deuxième point, nous aborderons les 4 visages de l'autre méchant. Tout d'abord, le paranoïaque. L'autre qui me persécute est un autre extérieur. Il m'en veut, c'est une certitude. Il se dit victime d'un drame persécutif qui se développe sous une forme processive. Manie processive, folie processive, délire des persécuteurs processifs. Par exemple, lettre au président de la République. Le délire de revendication est caractérisé par le besoin prévalent et la volonté irréductible de faire triompher une demande que la société se refuse à satisfaire. Le patient a la conviction de détenir la vérité et d'être de bonne foi, est appelé quérulant processif, celui qui se ruine en procès pour faire triompher une revendication parfois dérisoire. Il poursuit la défense de son honneur ou de ses droits au mépris de ses intérêts les plus évidents. Revendication caractérisée en quelque sorte logique à partir d'éléments faux, d'erreurs ou d'illusions. Il accumule des sentiments de haine et de vengeance, sans se départir jamais de la conviction qu'il est trahi, injustement jugé et qu'il est victime d'un acharnement aussi implacable que le sien propre. Pour l'hypocondriaque,
Pour l'hypocondriaque, l'autre qui me persécute est interne. Pour l'hypocondriaque, l'autre est de l'intérieur ou l'autre en soi. Le corps comme autre. Le corps comme lieu de l'autre. Un autre m'empoisonne. L'hypocondrie est une préoccupation exagérée d'un sujet sur sa santé, se traduisant par des croyances, des attitudes irrationnelles vis-à-vis de son corps. La crainte d'avoir une maladie grave et une relation de défi au médecin qui est à la fois investi d'un grand pouvoir et condamné à l'échec thérapeutique par le patient. La quérulence se manifeste dangereusement à l'encontre du praticien responsable de négligence. Il devient alors le persécuteur externe, en l'accusant de spéculer sur son mal, de l'aggraver sciemment, et parfois l'hypocondriaque persécuteur l'attaque en dommages et intérêts devant la justice.